Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci. Alter Radio. C'est la télévision d'État iranienne qui les montre, les premiers résultats des frappes israéliennes et américaines sur la capitale Téhéran. Parmi les objectifs, de hauts responsables militaires et politiques de la République islamique, mais la cible principale, selon les USA, c'est le nucléaire. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. En plus de la capitale, ce sont les sites liés au nucléaire qui ont donc été ciblés. Tant ceux liés à l'enrichissement de l'uranium que ceux liés à l'industrie militaire du pays. D'autres villes ont été également visées. En Israël, les premières alertes ont retenti. Des projectiles sont tombés sur le sol après des tirs d'interception. Le Premier ministre s'est adressé à la population. Des jours difficiles nous attendent. Toute action militaire comporte des risques. Mais le risque de l'inaction est infiniment plus grand. Car si nous ne réagissons pas, nous aurons un Iran nucléaire, un Iran doté de dizaines de milliers de missiles balistiques, un Iran qui œuvrera à notre destruction et sera insensible à nos contre-mesures. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé des tirs de riposte sur toute une série de pays de la région. Sur Israël, des tirs de missiles et de drones ont été revendiqués, mais aussi sur la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Bahreïn, des pays qui abritent des installations militaires américaines de diverses importances. En Iran, les autorités appellent la population à éviter les zones ciblées. Les Iraniens de la diaspora, quant à eux, incitent leurs compatriotes à la révolte. Mais même avec l'arrivée de cette aide, la victoire finale sera forgée par nos mains. C'est nous, le peuple iranien, qui mènerons à bien cette ultime bataille. L'heure de retourner dans les rues approche. À l'international, de nombreuses voix appellent à la modération et à retrouver le chemin de la concertation diplomatique. En Israël, les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dans plusieurs régions du pays. Ce matin, on rejoint tout de suite Éléonore Veil, notre correspondante sur place. Éléonore, plusieurs explosions ont retenti ce matin. Les habitants sont appelés à se mettre à l'abri. Et oui, c'est la guerre que les Israéliens attendaient depuis plusieurs semaines. Et ce matin, enfin, des sirènes ont retenti à travers tout le pays pour annoncer le début des frappes israéliennes en Iran. Peu après, la population a reçu des alertes sonores sur leur téléphone, les appelant à rejoindre au plus vite des abris. Et en effet, quelques minutes après, des vagues de missiles, de tirs de missiles en provenance de l'Iran sont arrivées. Plusieurs vagues ces dernières heures en Israël sans faire de blessés. Alors, le porte-parole de l'armée israélienne s'est exprimé dans la matinée. Il a dit que les Américains et les Israéliens avaient lancé une opération conjointe, une opération vaste et puissante, dit-il, dont l'objectif est clair, porter un coup fatal au régime iranien. Il dit également que cette campagne militaire sera plus puissante que la précédente et appelle les Israéliens à s'armer de patience. Les autorités ont par ailleurs annoncé que l'espace aérien israélien était fermé, appelé également la population à rester près des abris, à éviter tout rassemblement public. Les Israéliens donc se préparent aujourd'hui à une campagne militaire longue et puissante.
Merci Éléonore pour ces précisions en direct. Et le jour se lève doucement aussi aux États-Unis. En ce moment, Donald Trump a une nouvelle fois décidé de frapper en pleine nuit là-bas. Axel Monnier, vous êtes notre correspondant à Washington. Le président américain ne croyait plus à des pourparlers avec l'Iran ? Non, effectivement, hier, il l'avait dit, les discussions n'allaient pas dans le sens dans lequel il voulait qu'elles aillent, et c'est pour cela qu'il a décidé d'agir. Il faut dire que les demandes américaines, les exigences même, notamment sur le programme nucléaire iranien, étaient très élevées, et que même s'il y avait des progrès reconnus par les deux pays, il semblait difficile d'imaginer un compromis en seulement quelques jours. Donald Trump, qui, il y a encore moins de 24 heures, avait dit ne pas avoir pris sa décision quant à d'éventuelles frappes sur l'Iran, l'a finalement prise, donc avec ces nouvelles attaques qui pourraient lancer le pays dans une nouvelle guerre bien plus longue et bien plus compliquée que ce qu'il avait connu lorsqu'il avait lancé des attaques contre Caracas au début du mois de janvier, et avec la capture de Nicolás Maduro. Donald Trump, qui pourtant avait promis à son électorat, avait promis aux États-Unis pendant la campagne qu'il ne lancerait plus de guerre des États-Unis, des guerres lointaines, des guerres coûteuses, a donc une nouvelle fois décidé de lancer son pays dans une guerre qui pourrait durer, parce que cette fois-ci, l'ennemi, effectivement, est mieux armé. Bref, les États-Unis vont devoir essayer de voir combien de temps ils peuvent durer. En tout cas, ils l'ont dit, ils sont prêts à frapper tant qu'il le fallait. Merci Axel pour ces précisions en direct de Washington. Alter Radio. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Régis Deratte, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, responsable éditorial Monde à la rédaction. Alors d'abord, Régis, parlons des justifications de cette attaque. Il y en a plusieurs. Oui, vous le savez, des négociations étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Des négociations qui, aux yeux de Donald Trump, n'étaient pas satisfaisantes. Les Américains veulent à tout prix empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, mais le régime religieux iranien n'entend pas renoncer à l'enrichissement de son uranium. Il ne voulait pas non plus parler de son arsenal de missiles balistiques ni du soutien qu'il apporte aux groupes armés, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, qui ont pour objectif de détruire Israël. Et c'est donc main dans la main qu'Israël et les États-Unis lancent cette opération intitulée « Fureur épique, rugissement du lion ». Alors ce n'est pas la première fois, Régis, que les États-Unis frappent l'Iran. Il y avait déjà ciblé des installations nucléaires dans le pays. C'est différent cette fois-ci ? Oui, c'est différent parce que l'objectif annoncé est précisément le changement du régime en Iran, la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump appelle d'ailleurs les Iraniens à s'emparer du pouvoir quand l'opération militaire sera terminée. Alors combien de temps cela peut-il durer ? Mystère. Le régime iranien est à bout de souffle, il est contesté par sa population, mais l'appareil répressif est extrêmement violent. L'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution qui le protègent vendront très cher leur chute. Ils n'hésiteront pas à tirer sur leur population. Et ce qui a changé notamment aussi, c'est la mobilisation américaine au Moyen-Orient. Elle est hors norme, ce qui laissait présager un passage à l'acte des États-Unis. Une dizaine de navires de guerre, des destroyers, des frégates, 2 porte-avions. C'est le plus grand déploiement militaire américain depuis l'invasion de l'Irak. Boris Van Acker. 2 porte-avions exceptionnellement déployés dans la même région. Ces géants des mers sont de véritables bases militaires flottantes, pouvant accueillir jusqu'à 5000 militaires et plus de 70 avions. Le premier, l'Abraham Lincoln, se trouve dans le golfe d'Oman depuis au moins un mois. Le second a été aperçu en mer Méditerranée la semaine dernière, actuellement proche des côtes israéliennes. Objectif, encercler l'Iran et bombarder à tout moment. Ces 2 porte-avions, qui représentent quand même quasi 20% de toute la capacité de projection de force de la marine américaine, font partie des plus grands porte-avions dans le monde. Et donc ont une capacité de force de frappe qui est quand même impressionnante. Quand vous prenez les 2 porte-avions combinés, vous avez plus ou moins 165 avions à bord, plus les drones, plus les missiles. C'est pas juste le porte-avions, c'est le porte-avions avec ce qu'on appelle un striker group. Donc c'est une panoplie de navires, plus ou moins 10 à 12 navires qui les appuient et qui les protègent. Donc c'est quand même une force de frappe qui est impressionnante. En plus de ces porte-avions, l'armée américaine peut compter sur une série de bases militaires dans la région, au Qatar, au Bahreïn, au Koweït ou encore aux Émirats arabes unis. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été touchées cette nuit. Au total, plus de 50 000 soldats américains ont été déployés autour de l'Iran. Mais l'arme spéciale des États-Unis, c'est le bombardier furtif B-2, capable de frapper des cibles stratégiques sans être détecté par les radars et de parcourir jusqu'à 10 000 kilomètres.
Vous avez effectivement une capacité de bombardement stratégique, avec les B-2 et même les B-52, qui peuvent décoller de partout dans le monde et de manière globale, avec vous savez, en faisant un replein de fuel ou de kérosène dans les airs, frapper partout dans le monde. Un déploiement militaire colossal, le plus important de l'armée américaine dans la région depuis la guerre en Irak en 2003. Alors Régis Derat, on le voit, les États-Unis sont déployés en plusieurs endroits et c'est toute une région qui risque de s'embraser avec des conséquences importantes. Est-ce que les États-Unis et Israël viennent d'ouvrir une boîte de Pandore ? Alors, l'Iran est attaqué et selon la charte des Nations Unies, cela lui offre le droit de répliquer au nom de sa légitime défense. Et l'Iran a frappé de manière simultanée plusieurs bases américaines au Bahreïn, en Irak, au Qatar, en Arabie Saoudite. Il a aussi lancé des missiles contre Israël. Il y a donc un risque d'embrasement réel dans la région. Mais l'Iran a-t-il vraiment les moyens de résister sur la durée ? On vient de le voir, les forces américaines déployées dans la région sont immenses. Israël a des moyens militaires considérable également. Alors, Donald Trump prépare son opinion publique. Il pourrait y avoir des morts du côté des soldats américains, dit-il, signe que cela peut durer. Notons aussi que pour Donald Trump, c'est une manière de détourner l'attention de l'affaire Epstein qui empoisonne la vie politique aux États-Unis et peut-être d'entrer dans l'histoire comme le président qui aura mis fin à la dictature religieuse iranienne. Merci Régis d'avoir été avec nous sur ce plateau pour tous ces éclairages. Alter Radio 106.1 FM. Des frappes américaines massives sur les sites nucléaires iraniens ont lieu ce week-end. Elles ont suivi des frappes israéliennes moins massives, néanmoins importantes, sur les mêmes sites. Quelles sont les conséquences géopolitiques que l'on peut en tirer ? La première, c'est qu'il n'y a aucun respect du droit international. Israël, comme les États-Unis, s'en affranchissent totalement. Alors, certains, sur les écrans, ont plaidé sur une sorte de droit de légitime défense préventive qu'Israël aurait, en reprenant en fait les arguments du gouvernement israélien. Il n'y a pas de légitime défense préventive, c'est un oxymore. La légitime défense, c'est uniquement quand on est agressé. Et l'Iran n'a pas attaqué Israël, même si l'Iran menace verbalement Israël depuis très longtemps. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'en fait, c'est une politique de puissance. Seule la force compte. Il n'y a pas de règles. Chacun fixe les règles qui lui conviennent. Et c'est plutôt inquiétant pour l'avenir de la planète et de l'ensemble des relations internationales, parce que c'est un exemple qui peut faire des petits un peu partout. Comment ensuite protester contre des violations du droit par d'autres puissances qui, elles, ne seront pas forcément occidentales. Alors pourquoi Trump a été entraîné à frapper l'Iran, alors qu'il avait qualifié les frappes israéliennes la semaine dernière d'unilatérales, que ses équipes allaient commencer à négocier au lendemain des frappes israéliennes, ce qui a bien sûr empêché de négocier, et qu'il avait fait campagne et que dès son discours d'introduction, il avait dit qu'il ne lancerait pas les États-Unis dans une guerre. Certes, il n'y a pas de troupes au sol, mais c'est bien une guerre qu'ont lancé les États-Unis. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Alors peut-être il voyait que Netanyahou réussissait son coup et qu'il voulait montrer que c'est lui qui dirigeait. Peut-être aussi il a voulu frapper pour dire, voyez, c'est réglé, c'est moi qui ai réglé et maintenant on arrête tout. Et empêcher Netanyahou de continuer. Mais on sait comment les guerres commencent, on ne sait pas comment elles se terminent. En tout cas, c'est très risqué pour l'avenir parce que tout va dépendre bien sûr de la réaction iranienne. Mais il y a forcément un risque d'engrenage, y compris pour les États-Unis. Alors, surtout, ce qu'a fait Trump, en fait, c'est une rupture par rapport à la politique américaine, parce que même Joe Biden, qui n'a rien obtenu après le 7 octobre israélien, avait réussi quand même à empêcher Netanyahou de frapper les installations nucléaires iraniennes. Et les précédents présidents américains, y compris Trump 1, l'avaient fait, bien sûr Obama, également Biden, et même George Bush, qui en 2004 a refusé à Sharon, à l'époque, que de frapper les installations iraniennes, comme le demandait le premier ministre de l'époque. Donc c'est une rupture. Trump, en fait, a suivi Netanyahou. C'est Netanyahou qui a inspiré la politique américaine, et là-dessus, Trump est plutôt le suiveur que l'initiateur du mouvement, puisqu'il a fait quelque chose qu'il se refusait à faire initialement. C'est donc un triomphe pour Netanyahou, un triomphe sur le plan diplomatique, puisque l'alliance avec les États-Unis, qui lui est très favorable, n'a jamais été aussi forte que jamais. Il s'installe comme la puissance majeure du Proche-Orient. Son objectif de remodeler le Proche-Orient est peut-être en train d'être mis en œuvre, sauf qu'il faut se méfier des contre-coups et que l'histoire n'est pas finie et que le chaos pourrait avoir des effets destructeurs pour tout le monde. Mais en tout cas, succès politique intérieur, parce que lui qui était très contesté a ressoudé le pays derrière lui et désormais son parti est même en tête dans les sondages électoraux. Alors Israël est beaucoup plus redouté sur la scène internationale, mais également beaucoup plus détesté. Les traces que cela laisserait sur l'opinion internationale
internationale. Déjà Gaza, le fait de bombarder le Liban, la Syrie, désormais l'Iran. Il y a effectivement, alors certains vont dire qu'il faut faire très attention à Israël parce qu'ils peuvent frapper fort, mais dans les opinions, la colère contre Israël va très certainement prendre de l'ampleur, ce qui inquiète certains modérés israéliens. L'Iran est isolé, il a très peu d'options. Bloquer le détroit d'Ormuz, ça serait contre ses intérêts parce qu'il ne pourrait pas lui-même exporter son pétrole. Ça gênerait la Chine qui est son allié. Et en fait, l'Iran ne peut pas répliquer sur les installations saoudiennes ou émiraties puisqu'il s'est réconcilié. Et s'il le faisait, il se ferait des ennemis supplémentaires. Donc l'Iran a assez peu de cartes à jouer dans la riposte. Mais il est peu probable que les Iraniens cèdent parce que c'est contraire à tout ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Et même si le pays est affaibli, le régime ne l'est pas forcément. Pour renverser le régime, il faudrait une opération au sol que ni Israël ni Israël ne veulent faire, ou une opposition armée comme sur la fin en Libye pour Kadhafi, qui n'existe pas pour le moment. Donc on peut très bien avoir un Iran qui est très largement détruit, mais dans lequel les mollahs conservent leur pouvoir. Finalement, Bachar est resté au pouvoir dans une Syrie détruite pendant 14 ans, avant qu'une intervention militaire ne le déloge. Certains se demandent, mais que font les BRICS? Puisque l'Iran a rejoint les BRICS en 2024. Les BRICS, c'est pas une alliance militaire. Ils peuvent faire une assistance politique, diplomatique, mais pas militaire. C'est pas une alliance. Et donc, c'est la limite. Ce sont des partenariats et pas une alliance militaire. La Chine ne veut en rien être mêlée à une quelconque intervention militaire. Elle a besoin de l'Iran pour son pétrole, mais elle ne prendra pas le risque de rentrer dans une guerre. C'est contraire à ses philosophies. Quant à la Russie, bien sûr, elle est liée à l'Iran, mais il n'y a pas une alliance militaire comme avec la Corée du Nord. C'est un peu différent. Et puis, elle ne veut pas non plus gâcher ses bonnes relations avec Trump. C'est important pour elle. Alors, bien sûr, la Russie ne voudrait pas que le régime iranien tombe, ce qui serait une deuxième défaite après la chute du régime syrien. Mais une fois encore, le régime iranien n'est pas obligé de tomber. Et par contre, s'il ne tombe pas, la Russie peut être gagnante parce que les cours du pétrole vont augmenter et que devant les incertitudes de la région, la Chine va accélérer la construction d'un nouveau gazoduc entre la Russie et la Chine. Quant à l'Europe, l'Europe est spectatrice de ces événements. L'Europe s'agite sur le plan diplomatique, mais on ne peut pas dire qu'elle soit réellement influente parce que, en fait, prôner la diplomatie sans donner des muscles à la diplomatie, c'est complètement décalé, surtout dans la région, surtout par rapport à des dirigeants comme Trump ou Netanyahu qui ne connaissent que le langage de la force. Et donc, l'Europe a des bonnes idées, mais elle n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Alors bien sûr, il peut y avoir le scénario rose pour Israël et les États-Unis. L'Iran change de régime, le programme nucléaire est démantelé, un régime ami s'installe. Ce n'est peut-être pas le scénario principal et il y a quand même un risque d'une guerre prolongée si l'Iran ne cède pas et avec un engrenage possible ou un chaos encore plus important. Et pour ceux qui ont soutenu la guerre d'Irak et qui aujourd'hui soutiennent la guerre en Iran, on peut penser qu'ils n'ont soit pas beaucoup de mémoire, soit pas beaucoup de bonne foi. Alter Radio. Maintenant, allons rejoindre, si vous le voulez bien, Thomas Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, M. Junot, d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bon, première réaction face à cette attaque d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Vous êtes surpris? Non, je pense qu'à ce stade-ci, il n'y a plus personne qui était surpris. Je pense que rendu vendredi après-midi, les chances d'une attaque augmentaient. Même hier, je ne les déplaçais pas à 100% parce qu'il y avait un processus de négociation, parce que le président Trump a toujours été très imprévisible, parce qu'il y a toujours eu une faction importante de la coalition pro-Trump, MAGA, qui est hostile à la perspective de nouvelles guerres dans la région, mais avec le déploiement de forces américaines dans la région, avec l'évacuation d'une bonne partie du personnel de l'ambassade américaine en Israël hier, avec toute une série d'autres indicateurs, c'est sûr que rendu hier en après-midi, en soirée, les chances étaient bien en haut de 50%. Alors, à ce stade-ci, non, c'était malheureusement pas surprenant. Non. Donc, la question qui tue, est-ce que les négociations étaient une façade? Parce qu'elles avaient cours, ces négociations, depuis les dernières semaines. C'est impossible de répondre à cette question-là. Puis je pense qu'il y a seulement une poignée de personnes avec le président Trump et autour de lui qui connaissent réellement la réponse à ça. Alors, je peux juste spéculer. Moi, j'ai tendance à dire que non, c'était pas une façade, mais que c'était la perspective d'une attaque était toujours dans la poche arrière du président Trump. Je pense que c'était pas une façade dans la mesure où si le président Trump avait pu extraire des concessions importantes de la part de l'Iran, peu probable, mais il était prêt à essayer, il aurait saisi cette chance-là et il aurait présenté une entente diplomatique comme une victoire pour les États-Unis, comme une résolution du problème que l'Iran pose aux États-Unis depuis longtemps.
Dans la dernière semaine, on a vu un certain progrès dans les négociations, mais un progrès timide. M. Trump, on le sait, il est très impatient, il est très impulsif, et donc il aurait dit, bon, ben là, c'est assez, les négociations vont pas fonctionner, et il a pris cette décision-là cette nuit. Alors, quelle est la stratégie américaine? Parce qu'on sait qu'il a beaucoup été question d'enrichissement d'uranium à 60 %, si ça passe à 90 %, c'est assez pour avoir une arme nucléaire. L'objectif, renverser le régime ou mettre la main un peu sur l'Iran pour des raisons économiques? Ça aussi, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a eu un manque total de transparence de l'administration Trump au cours des derniers jours, des dernières semaines. Même si on retourne en arrière à 2003, quand le président Bush a lancé sa guerre contre l'Irak, puis c'est pas pour justifier ou défendre cette guerre-là du tout, mais il y a eu beaucoup plus de communication par l'administration Bush à cette époque-là quant aux objectifs, quant à la stratégie du gouvernement américain au niveau de sa construction d'alliances, au niveau de ses communications avec la population américaine. Dans ce contexte-ci, le président Trump en a dit très peu. Dans le vidéo qu'il a publié cette nuit, il a parlé de changement de régime. Donc, on est loin au-delà de l'objectif initial qui était d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Ce qui a toujours été un objectif, disons, un peu fictif, parce que l'Iran n'a pas d'arme nucléaire et en demeure assez loin. Alors ici, si l'objectif c'est le changement de régime, comme ça a été dit cette nuit, ça c'est une autre planète complètement. Là. On ne parle pas de frappe ciblée, on ne parle pas de frappe sur quelques heures ou quelques jours, on parle de semaines de frappe et on parle d'une opération qui peut être extraordinairement risquée. Là. Ouais, risqué, des semaines de frappe, vous avez mentionné la guerre du Golfe Persique. Ça a duré 7 mois de mémoire. Donc, vous attendez que ça puisse durer plusieurs mois, ces frappes sur l'Iran? Encore une fois, avec le président Trump, il faut reconnaître son imprévisibilité. Si l'objectif en est un de changement de régime, on est dans le domaine de semaines, sinon plus, avec des scénarios extrêmement imprévisibles. Parce que dans un contexte d'objectif de changement de régime, le gouvernement iranien va répondre avec tout ce qu'il a. Et on le voit au cours des dernières heures, il semble que l'Iran a frappé des bases militaires américaines un peu partout dans la région et Israël aussi. Par le passé, en 2024 et 2025, quand il y a eu des affrontements, c'était beaucoup plus calibré comme frappe américaine et israélienne et comme réponse iranienne, parce que les deux côtés voulaient éviter l'escalade. Là, on est dans un scénario d'escalade. Il n'y a plus personne qui cherche à éviter l'escalade. Alors, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être extraordinairement imprévisible. Et les risques d'instabilité à plusieurs niveaux, que ce soit des mouvements migratoires, des accidents environnementaux, des frappes contre le trafic maritime commercial dans la région, des frappes contre des civils de plusieurs côtés, puis la liste est longue de facteurs là, qui pourraient vraiment aller mal, et encore une fois, sur des semaines, voire des mois. Là. Il y a un instant, ma collègue Valérie Michael-Aubin parlait des réactions à l'international, parce que ça se pose, il y a une question de droit international, mais des réactions des pays limitrophes, mais un peu partout dans l'Union européenne. Là. Comment voyez-vous justement ces nombreuses réactions? Les réactions sont assez diversifiées dans ce qu'on voit qui commence à sortir. Certaines réactions sont prévisibles, comme votre collègue l'a dit, la Russie, évidemment, qui s'oppose aux frappes américaines. Beaucoup des alliés américains, si on parle des Européens, des Canadiens, des Australiens, sont dans une position un peu délicate. Dans tous ces cas-là, y compris le Canada, c'est des pays qui ont une opinion très défavorable, avec raison, de la République islamique d'Iran. C'est des pays, par contre, qui sont aussi très conscients de la difficulté de gérer leur relation avec Trump. Alors, quand le Canada, en particulier, va prendre position, ce sera d'abord et avant tout dans le contexte d'un calcul de la gestion de notre relation difficile avec Trump. Ce ne sera pas d'abord et avant tout par rapport à la question de la République islamique elle-même. On ne veut pas fâcher le président Trump. On ne veut pas l'irriter en critiquant, par exemple. Alors, vous avez mentionné la question du droit international. Je suis pas un avocat, je suis pas un juriste, donc c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Mais ce que les spécialistes de droit international disent, c'est qu'il n'y a pas de justification légale pour cette attaque-là. Mais je m'attends pas, pour le moment, en tout cas, à ce que les alliés proches des États-Unis fassent grand cas de ça, justement pour ne pas nuire à leur relation très difficile avec Trump. Bon, on se souvient, après la Deuxième Guerre mondiale, sous Eisenhower, les États-Unis qui avaient un intérêt dans la grande région, entre autres, et qui s'intéressaient déjà à l'Iran. Bon, l'Iran qui a son régime islamique officiellement depuis 1979. Est-ce que c'est un retour, justement, à cette politique un peu d'Eisenhower de se positionner clairement dans cette grande région?
Ben, je pense pas que c'est un retour, dans le sens que ça a été comme ça depuis les années 50. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient un joueur très mineur au Moyen-Orient. C'est la France, la Grande-Bretagne qui étaient les joueurs plus importants. Puis ce qu'on a vu progressivement tout au long de la guerre froide, c'est les États-Unis, à chaque décennie, devenir de plus en plus impliqués dans la région, avec le coup d'État de 1953 en Iran sous Eisenhower, la guerre Iran-Irak dans les années 80, la guerre contre l'Irak en 1991. On passera pas l'histoire au complet, mais les États-Unis n'ont jamais diminué, au contraire, ont toujours augmenté leur présence dans la région. Ce qu'on voit maintenant, par contre, c'est un épisode qui va considérablement changer non seulement l'approche américaine à la région, mais la perception que beaucoup d'acteurs ont des États-Unis dans la région. Et évidemment, c'est très imprévisible ce qui va arriver en Iran. Est-ce que la République islamique même va survivre ou pas? Comment est-ce que les relations des États-Unis avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis vont évoluer après ça? Ça va être imprévisible aussi. Alors, c'est un épisode très important là, dans l'évolution du rôle américain au Moyen-Orient. Évolution, justement, parce qu'il y a eu des frappes en juin 2025 menées par Israël et par les États-Unis. Mais là, est-ce qu'on est dans un autre scénario complet? Est-ce qu'on est dans un point tournant, en fait, M. Junot? Oui, alors on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en juin 2025. Pour juste faire un tout petit retour, en juin 2025, c'est principalement Israël qui a frappé l'Iran. Les États-Unis ont seulement eu quelques frappes très fortes, mais très ciblées sur des infrastructures nucléaires iraniennes. En juin 2025, l'Iran a fait très attention pour ne pas répondre de manière trop sérieuse, pour éviter l'escalade. Et ça, c'était très important par le passé, parce que l'Iran, c'est un acteur qui, militairement, est beaucoup plus faible qu'Israël et les États-Unis. Donc, l'Iran voulait éviter l'escalade, puis finalement, après 12 jours, effectivement, la guerre a arrêté. L'Iran a essuyé des pertes sévères, mais ces pertes-là ont été limitées parce qu'il n'y a pas eu d'escalade. Aujourd'hui, on est dans un scénario complètement différent. Les États-Unis appellent ouvertement à un changement de régime. Les États-Unis frappent très fort contre l'Iran. Donc là, après seulement quelques heures, ce que je vois, c'est que la réponse iranienne, contrairement à 2025, contrairement à 2024, la réponse iranienne n'est pas calibrée du tout. L'Iran répond de manière très forte. C'est pas assez pour gagner. L'Iran va perdre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en perdant, l'Iran a les moyens, et c'est ça qu'on voit en ce moment, de faire mal à la région, aux États-Unis, à Israël, mais aussi aux partenaires américains dans la région, comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Oui, vous venez de dire justement que l'Iran va perdre, mais en attendant, il y a des dégâts, là, on le voit, il y a des vols qui sont annulés dans certains pays environnants. Il pourrait y quand même avoir des pertes humaines à l'extérieur de l'Iran et sur les bases américaines. Donald Trump, qui a d'ailleurs dit qu'il y a des soldats américains qui pourraient perdre la vie, ça quand même, c'est à surveiller. Bien, je pense qu'il y a deux éléments importants dans votre question. Premièrement, on a trop tendance à l'oublier quand on parle de géopolitique comme un grand échiquier. Il y a des humains, il y a des civils en Iran d'abord et avant tout, mais ailleurs aussi, en Israël, dans d'autres pays de la région, qui vont mourir, qui vont être blessés, qui vont être forcés de quitter leur maison. Donc, il y aura une dimension humanitaire. Il y aura probablement des mouvements migratoires forcés en Iran, peut-être même vers l'extérieur de l'Iran, peut-être des réfugiés. Et ça, c'est un élément qu'il faut pas oublier, puis dont il faut en parler. Au niveau des pertes militaires américaines spécifiquement, vous avez raison de le mentionner, dans les confrontations passées, il y a eu beaucoup moins de pertes militaires américaines matérielles ou humaines. Dans ce cas-ci, M. Trump l'a dit dans son vidéo cette nuit, dans un scénario où ça dure plusieurs semaines, ce qui semble être là où on s'en va, l'Iran va frapper des bases militaires américaines qui ont des mécanismes de défense antimissiles, antiaérienne très sophistiqués, mais la perspective de pertes militaires américaines est importante. Et ça, c'est pas seulement important au niveau humain, mais c'est important au niveau politique parce que si ou quand ça va arriver, politiquement, ça va causer beaucoup de mouvements aux États-Unis, beaucoup d'émotions. Et connaissant encore une fois l'impulsivité du président Trump, ça risque de nourrir son calcul d'une façon potentiellement agressive. Rappelons que c'est plusieurs villes iraniennes qui sont affectées par ces tirs américains et israéliens et que l'Iran compte une population de 91 millions d'habitants. Thomas Junot, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Alter Radio.